Bonjour François Villeroy de Galhau, vous êtes Bonjour Guillaume gouverneur Erner. de la Banque de France. Alors cette pandémie, elle nous a légué des masques, beaucoup de masques, des écouvillons, des tests PCR et puis de la dette, énormément de dettes. Mais on va l'annuler cette dette. D'abord, la dette, elle nous a aidés à faire face à la pandémie. On va y revenir. Et non, on ne peut pas l'annuler. Je vais dire pourquoi, mais il y a d'autres solutions sur la dette. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'annuler? Parce que c'est une question de confiance absolument clé. Guillaume Erner, si vous me prêtez 100 euros, par hypothèse, et que moi je vous dis que je ne vais pas vous rembourser les 100 euros, vous ne me prêterez plus jamais. Ça sera logique. Et donc c'est une question de confiance des investisseurs, des épargnants français ou des investisseurs internationaux qui nous prêtent. La France fait partie des très rares pays, avec le Royaume-Uni, qui depuis 2 siècles n'ont jamais fait défaut sur leur dette, n'ont jamais fait banqueroute. Et ça, c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'emprunter à taux très bas. Alors quelquefois on dit oui, mais on oublie les épargnants, français ou internationaux, il y a la dette qui est détenue par la Banque centrale. La Banque de France, par exemple, détient 450 milliards d'euros de dette française. Mais là aussi, on ne peut pas l'annuler. Je voudrais expliquer pourquoi. D'abord parce que quand on a créé l'euro, le traité qui institue l'euro, c'est une espèce de pacte de confiance entre la France et ses partenaires, entre les pays et les citoyens européens. Nous avons dit que jamais nous ne ferions ça. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire, quand la Banque centrale commence à financer les États définitivement, ça se termine toujours mal. C'est une monnaie fondante. On a appris ça. C'est de l'inflation. Il faut nous rappeler ce qu'est la monnaie fondante. Alors, la monnaie fondante, c'est que aujourd'hui, les Français et les Européens ont confiance dans l'euro, aux 3/4. Ça, c'est un très beau succès des Français et des Européens. Une monnaie fondante, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans pas mal de pays émergents, l'Argentine, le Liban, on pourrait même parler du Venezuela. C'est une monnaie qui perd son pouvoir d'achat d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre. Et donc, quand vous la détenez, vous n'avez plus confiance. L'euro est une bonne monnaie, justement, parce qu'on a interdit ce qu'on appelle le financement monétaire des déficits. Voilà, donc ça, la séduction des tentations, cette histoire d'annulation de la dette, mais ça n'est pas une solution. Par contre, il faut évidemment traiter ce problème de la dette dans la durée. D'abord, Guillaume Erner, je crois qu'il faut rappeler que face à cette pandémie totalement imprévisible, sans précédent dans ses conséquences, on y reviendra, il fallait faire de la dette supplémentaire. Parce qu'il fallait emprunter pour financer le sanitaire, pour financer le chômage partiel, pour financer des investissements. Mais alors, attendez, François Villeroy de Galhau, c'est quand même étonnant parce que ça, c'est par exemple l'éditorial du Financial Times aujourd'hui qui, du coup, se retrouve d'accord avec le monde diplomatique d'il y a quelques mois. Est-ce que ça veut dire que le monde diplomatique, par exemple, avait raison avant lui ? Je ne sais pas ce que dit le Financial Times. Le Financial Times, je peux vous le dire, il dit que de toute façon, si on avait manqué à créer de la dette, eh bien, il y aurait eu des faillites de masse et un chômage encore plus grand. Ah ben Voilà ça, on est tous d'accord. Je viens de vous dire que la dette... C'est ce que disait le monde diplomatique il y a quelques mois. Peut-être, mais vous savez, j'en profite Faites-moi pour confiance dire... sur ma lecture du monde diplomatique. Je vous crois, et je ne savais pas que vous lisiez le Financial Times. C'était aussi la référence de France Culture. Mais j'en profite pour dire, Guillaume Erner, c'est très important que la Banque de France est indépendante. Elle appartient à tous les Français, elle est au service de tous les Français, et pas de tel ou tel parti ou de telle ou telle idéologie. Et donc, je cherchais à comprendre sur le plan de notre représentation de l'économie. Est-ce qu'on s'est trompé ? Pas vous, François. Non, je crois. Et encore une fois, je n'ai pas à citer tel ou tel organe de presse. Quand vous avez une crise aussi lourde, avec des conséquences économiques et sociales aussi fortes que la pandémie, on n'avait jamais vu ça depuis 1945, la réponse par l'endettement, elle est indispensable. Voilà, je le dis très clairement. Quand on n'a pas de crise de ce type-là, il faut être très économe, par contre, de la dette nouvelle qu'on fait, parce que c'est la charge qu'on transmet à nos enfants. Mais dans la situation de 2020, il fallait répondre par une intervention budgétaire massive. Mais le chômage de masse, c'était une crise très lourde, finalement. Ça pouvait justifier, à la place de ces politiques d'austérité qui ont montré leurs limites, vous ne serez peut-être pas d'accord avec cela, mais qui ont montré leurs limites du point de vue, en tout cas, de la colère des peuples. Peut-être qu'il fallait, justement... Non, alors, le chômage qu'on a accumulé, malheureusement, en Europe depuis les chocs pétroliers, en gros, depuis les années 80... il ne trouve pas sa réponse dans un supplément d'endettement. Regardez aujourd'hui le pays qui a le moins de chômeurs
en Europe. C'est l'Allemagne, c'est aussi le pays qui a le moins de dettes. Donc ça, je crois que c'est une question différente, on pourra en parler. Mais cette année, face à un choc comme ça, il fallait répondre par la dette. Vous savez, là aussi, prenons un exemple dans nos vies privées. Quand vous avez un choc dans votre vie privée, je sais pas, un accident grave dans votre maison et vous devez faire les travaux de réparation tout de suite, vous prenez un crédit. Évidemment, vous ne pouvez pas attendre. Par contre, la question qui se pose, c'est une fois qu'on sera sorti de cette crise et qu'on aura retrouvé le niveau d'activité pré-Covid, en 2022, peut-être un tout petit peu plus tard, nous allons voir parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes économiques. Là, il va falloir traiter cette dette et se mettre dans une perspective de désendettement. Et pour ça, il y a 3 ingrédients, très simplement. Il y a le temps, il ne faut pas faire ça tout de suite ni trop tôt. Il y a la croissance qui va nous aider. Et puis, il faut quand même qu'on fasse attention sur nos baisses d'impôts et nos dépenses. Nous avons le génie en France des baisses d'impôts non financées. Je crois maintenant qu'il faut stabilité fiscale, ni hausse ni baisse. Au passage, ça aidera à ce qu'il y ait une certaine prévisibilité. Personne ne comprend rien des règles fiscales qui bougent tout le temps. Mais aussi stabilité des dépenses. Vous parliez d'austérité, Guillaume Erner. Ce n'est pas ce qu'il y a eu en France ces dernières décennies. On a des dépenses publiques qui sont à la fois les plus élevées d'Europe et qui ont continué à augmenter. Ce qu'il faudrait, une fois revenu au niveau d'activité pré-Covid, c'est stabiliser simplement ces dépenses. Imaginons qu'on stabilise et si on stabilise les dépenses, ça change tout. Là, on commence à se désendetter, effectivement. Mais en combien de temps ? Alors, nous avons fait le calcul à la Banque de France. La dette après Covid est d'à peu près 120% du PIB. Si nous nous retrouvons à ce niveau en 2022 et qu'à ce moment-là, on commence la stabilisation de nos dépenses publiques, et encore une fois, ce n'est pas l'austérité, ce n'est pas des coupes sauvages. Beaucoup de nos voisins ont réussi ça. En 10 ans, on diminuerait ce ratio de dette par rapport au PIB de 20%. François, et ça change tout, parce que ça veut dire que la taille du sac à dos qu'on transmet aux générations suivantes commence à diminuer. Vous savez, Guillaume Erner, il faut regarder un tout petit peu l'histoire longue. La dette, c'est une histoire de solidarité entre générations. Aujourd'hui, le sac à dos que nous transmettons aux jeunes, c'est 120%. Il y a 20 ans, c'était 2 fois moins, 60%. Il y a 40 ans, en 1980, c'était 6 fois moins, 20%. Là, nous avons un problème. Nous faisons partir la génération nouvelle dans la vie avec un sac à dos beaucoup trop lourd. Si on prend François Villeroy de Galhau, vous qui êtes gouverneur de la Banque de France, une économie comme par exemple l'économie du Japon. Au Japon, on a des taux d'intérêt extrêmement bas et une croissance extrêmement faible. Est-ce que notre avenir, c'est le Japon au mieux ? Alors, d'abord, le Japon ne va pas si mal, mais je crois que l'Europe peut faire mieux que le Japon. Il y a des points communs, vous l'avez dit, notamment des taux d'intérêt très bas, et la Banque centrale européenne va les maintenir. Il y a des bonnes raisons pour cela, pour soutenir l'activité, mais aussi, mais surtout parce que l'inflation est trop basse aujourd'hui, en Europe comme au Japon d'ailleurs. Alors après, les différences, c'est que la démographie japonaise est très mauvaise. C'est-à-dire que la population du Japon diminue, à la fois parce qu'ils ont une natalité très basse et qu'ils ont 0 immigration, en gros. Et quand la démographie d'un pays ou d'une région est très faible, ça, c'est pas un bon élément pour le dynamisme économique. De l'autre côté, vous avez les États-Unis, qui ont une démographie plus dynamique et qui ont une capacité d'innovation très forte. Voilà, l'idéal pour l'Europe, ça serait de s'inspirer du dynamisme américain, mais en gardant ce qui est notre marque de fabrique, que nous partageons d'ailleurs avec le Japon, c'est la solidarité de notre société. Si je pouvais le dire en citant 2 grands économistes européens, il faudrait qu'on arrive à réconcilier Keynes et Schumpeter. Alors, je m'explique d'une phrase. Keynes, c'est ce grand économiste anglais qui est sorti de la crise des années 30 par la solidarité. Et Schumpeter, c'est cet économiste d'origine autrichienne, un peu moins connu, qui est l'homme de l'innovation. Voilà. Les États-Unis sont schumpeteriens, ont davantage de croissance que l'Europe et le Japon. Je crois qu'on peut être à la fois keynésien et schumpeterien, solidaire et innovant. Regardez les économies du nord de l'Europe. C'est un modèle très intéressant. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si les taux d'intérêt sont bas, François Villeroy de Galhau ? Parce que là aussi, c'est quelque chose d'assez important. Ça signifie qu'on a une situation qui est assez paradoxale, parce que d'un côté, on a une crise terrible pour beaucoup de ménages. De l'autre, on a des actifs financiers qui s'envolent. Et si les taux d'intérêt sont bas, ça veut dire que l'argent est peu rémunéré. Et donc, les investisseurs, les fonds de pension vont aller chercher des rendements de plus en plus élevés qu'ils ne pourront pas trouver sur les taux d'intérêt. Et ça veut dire qu'il va y avoir un divorce de plus en plus accusé entre les spéculations financières et le revenu du travail. Je crois qu'il y a plusieurs choses dans votre question. D'abord, sur la situation des ménages. Les ménages, comme les entreprises,
doit faire face à cette crise sans précédent. On l'a dit, pour la France, une récession en 2020 entre -9 et -10%. C'est extrêmement lourd. Heureusement, l'amortisseur public a joué. Cette fameuse dette dont on parlait tout à l'heure, il faudra la traiter dans la durée, mais aujourd'hui, elle a permis que la puissance publique, les crédits publics, amortissent ce choc. Pour les ménages, leur pouvoir d'achat, globalement, en moyenne, devrait être à peu près préservé en 2020, alors que nous avons cette récession de -9 à -10%. Malheureusement, c'est de la moyenne. Oui, alors il faut faire très attention aux ménages les plus défavorisés, aux jeunes non qualifiés. Il y a eu des mesures supplémentaires annoncées par le gouvernement, mais il faut faire très attention à cela. Mais notamment le mécanisme de chômage partiel, ce qu'on appelle activité partielle, a permis d'éviter que les ménages perdent leur revenu du travail dont vous parliez. Et là, les taux d'intérêt bas ont aidé, parce que ça s'est fait par emprunt public qui coûte beaucoup moins cher grâce aux taux d'intérêt bas que la Banque centrale garantit. Vous parliez du Japon tout à l'heure, je vais parler d'un autre pays qui est beaucoup plus près que nous, qui est l'Italie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la situation dans laquelle était l'Italie au mois de mars, absolument dramatique. C'était à la fois le pays le plus frappé par la crise sanitaire et qui était pénalisé par les marchés financiers avec des taux d'intérêt qui montaient. Grâce à ce que nous avons fait, nous, Banque Centrale Européenne, et je crois que ça a été utile vraiment pour les Européens, les taux d'intérêt italiens ont beaucoup baissé. L'État italien emprunte aujourd'hui aux taux les plus bas auquel il n'est jamais emprunté, 0,7%, et ça a permis de financer toutes ces dépenses de solidarité. Donc vous voyez, l'amortisseur public, il joue dans le sens de la solidarité. Le contexte international, mondial est assez mauvais en termes de dette, tout simplement parce que c'est une crise globale qui touche tous les pays et un grand nombre de pays ont aujourd'hui une dette qui est absolument impossible à supporter. Pour eux, l'Argentine, le Belize, le Liban que vous avez cité, l'Équateur, le Suriname, la Zambie, est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer une solidarité des pays les plus riches, François Villeroy de Galhau, qui pourrait reprendre cette dette que de toute façon ces pays ne pourront pas supporter? Alors, il y a une question différente, vous avez raison, qui est celle d'un certain nombre de pays en développement ou de pays émergents. D'abord, il faut le dire honnêtement, on ne va pas rentrer pays par pays, mais beaucoup de ces pays ont fait des erreurs de gestion assez lourdes qui expliquent la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais pour ces pays, le G20 vient de décider, le G20 c'est les 20 premières économies du monde, vient de décider effectivement une initiative sur le moratoire de dette et même ce qu'on appelle la restructuration de dette, c'est-à-dire la capacité à en abandonner une partie. J'espère que ça va jouer au profit de plusieurs de ces pays, dont l'Argentine. Mais la limite de solution de ce type, c'est qu'une fois que vous avez annulé une partie de la dette, vous n'avez plus accès au marché des capitaux privés, aux investisseurs privés. Vous dépendez ensuite de fonds publics, des fonds du Fonds monétaire international, associés en général à des programmes de réforme. Donc, c'est une solution pour des pays en grande difficulté. Heureusement, la France n'en est pas là, mais ça a une contrepartie, c'est qu'ensuite on passe, si j'ose dire, sous souveraineté internationale sur le plan des réformes économiques. Est-ce qu'il y a des alternatives? Vous allez vous réunir, je crois, avec vos homologues, François Villeroy de Galhau. Est-ce que ce thème-là, d'autres thèmes... Non, alors la réunion que nous allons avoir, Guillaume Erner, vous avez raison, elle est très importante, c'est la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale au mois de décembre, sur ce que nous faisons sur la politique monétaire, c'est-à-dire les taux d'intérêt que nous fixons et la quantité de liquidités que nous mettons à disposition de l'économie. Nous avons dit d'ores et déjà que nous resterions en soutien extrêmement actif de l'activité et en visant une inflation de 2%, nous sommes libres d'augmenter la taille de nos interventions. Ce qui veut dire que l'inflation va augmenter. La durée de nos interventions et... Guillaume Erner, ce qui est très important, tout le monde se focalise quelquefois sur les quantités de ce que va faire notre Banque Centrale Européenne. Mais je voudrais insister un peu plus sur la qualité ou la finalité. Au fond, ce que nous faisons dans cette crise très difficile, avec cette incertitude très forte, c'est de procurer aux acteurs économiques, c'est les ménages, c'est les entrepreneurs et les PME, deux repères dans cette incertitude. Et je crois que donner deux garanties aujourd'hui, ça aide à sortir de la crise. La première garantie, à court terme, c'est que nous allons maintenir des conditions de financement très favorables aussi longtemps que durera cette crise. Qu'est-ce que c'est les conditions de financement? C'est le niveau des taux d'intérêt très bas et le volume des liquidités très abondantes. Heureusement, les crédits aux entreprises françaises ont beaucoup augmenté ces derniers mois, alors qu'on craignait le contraire. On craignait que le robinet du crédit se referme. La politique monétaire y a contribué. Donc ça, c'est la première garantie
des conditions de financement très favorables, aussi longtemps que durera cette crise. La deuxième garantie, elle est plus à moyen terme. Vous parliez de l'inflation, c'est que nous nous engageons à ce que l'inflation à moyen terme soit proche de 2%. 2%, la plupart des économistes estiment que c'est le bon état de santé de l'économie. Or, Guillaume Erner, comme vous le savez, autour de cette inflation, dans le brouillard où nous sommes aujourd'hui, de la crise, il y a au fond des inquiétudes de sens contraire. Il y a des gens qui craignent la déflation, c'est-à-dire la baisse générale des prix, ça c'est toujours une grave maladie de l'économie. Et puis il y a des gens qui craignent à l'inverse, c'était votre question, le retour de l'inflation. Non, nous garantissons ce qu'on appelle la stabilité des prix, c'est-à-dire une inflation proche de 2%, et nous ferons tout pour cela. Justement, puisque vous parlez des aides de la Banque de France, il y a une catégorie de Français qui sont aujourd'hui dans une situation extrêmement précaire, ce sont les petits commerçants. Et donc, il y a eu évidemment les mécanismes du chômage partiel, d'autres mécanismes Le fonds de aussi. solidarité aussi, oui. Absolument, mais moi je pense à ceux qui ont un stock de marchandises. Ce stock de marchandises, il n'a pas pu être vendu et parfois on a un stock qui ne pourra jamais l'être ou jamais l'être complètement. Qu'est-ce que l'on peut imaginer, François Villeroy de Galhau? Est-ce qu'on va avoir affaire à des masses de faillites et sinon, que faire? Alors d'abord, sur la situation des commerces, on verra ce que le président de la République annonce ce soir. Et j'espère que dans des conditions sanitaires renforcées, on pourra aller vers une réouverture. Évidemment, la priorité, c'est la bataille sanitaire. Je le dis d'ailleurs au passage, Guillaume Erner, c'est aussi la priorité économique. Quelquefois, on dit qu'il faut arbitrer entre le sanitaire et l'économique. Je ne crois pas. Tant que la confiance sanitaire ne sera pas revenue, la confiance économique, celle des ménages, celle des entrepreneurs, ne sera pas suffisante. Donc je crois qu'on est tous solidaires dans cette bataille contre le virus. Sur ce qu'on peut faire pour les commerçants, à côté des dispositifs publics que vous rappeliez, les PGE, les prêts garantis par l'État, ont bénéficié massivement en France aux PME et TPE. C'est une bonne chose. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas assez souligné. Ça, c'est un succès français. Il y a heureusement quelques succès français dans cette crise. Quelquefois, nous sommes trop modestes et nous ne disons pas assez ce que nous avons réussi ensemble. Il y a 125 milliards de PGE en France, 45 milliards seulement en Allemagne. Donc, vous voyez, 3 fois plus et qui ont bénéficié aux 3/4 aux PME et TPE, dont les commerçants. Alors, ces PGE, ils sont à un taux très favorable et ils pourront être prolongés. Ça, c'est une très bonne chose si notamment il y a des stocks à financer. J'en profite pour dire, vous parliez de l'action de la Banque de France, que la Banque de France est mobilisée à travers ce qu'on appelle la médiation du crédit pour ceux qui nous écouteraient et qui auraient des difficultés à obtenir ces prêts bancaires. Nous avons traité 10 000 dossiers ces 6 derniers mois avec un taux de succès de plus de 50%. Mais alors, justement, imaginez un commerçant qui a un stock à financer. Celui-ci est financé ou va l'être par un prêt garanti par l'État, François Villeroy de Galhau. Et puis, les choses étant ce qu'elles sont, il n'y a pas de raison qu'il y ait énormément de bénéfices en plus qui permettraient à ce commerçant, je ne sais pas, dans 2 ans, 3 ans, de rembourser ce prêt garanti par l'État. Ce que nous avons appris cet été, après le premier confinement, c'est que le rebond de l'activité économique pouvait être très rapide. Et ça, je crois que c'est la bonne nouvelle. On l'a constaté dans tous les pays européens, mais particulièrement en France. Nous avons eu le rebond le plus fort d'Europe au 3e trimestre. Et pour vous citer un exemple, au mois d'octobre, les ventes du commerce, vous parliez du commerce, étaient supérieures à celles d'il y a un an, d'octobre 2019, plus 6%. Mais au-delà de ces difficultés très réelles aujourd'hui, je crois qu'on est tous mobilisés évidemment en appui des entrepreneurs et des commerçants, je crois que derrière, quand nous aurons gagné cette bataille sanitaire, et nous la gagnerons, Guillaume Erner, ça va prendre du temps, mais nous la gagnerons, je crois qu'il y a un autre enjeu essentiel, et il faut qu'on le regarde tous ensemble, c'est comment on va reconstruire une économie qui soit meilleure. Il faut que ce soit une reconstruction qui ne soit pas simplement un redémarrage à l'identique, c'est une transformation. Et si on veut construire une économie meilleure, je crois qu'on a 3 opportunités. C'est pas gagné, je le dis tout de suite, mais je crois vraiment que c'est le sens de la bataille française et européenne. On peut reconstruire une économie qui soit plus verte, plus écologique, et ça veut dire une meilleure qualité de la vie. Il faut qu'on reconstruise une économie qui soit plus digitale, et ça veut dire plus de liberté, y compris pour nous tous. Pensez le télétravail. Aujourd'hui, le télétravail, c'est pénible parce que c'est une obligation. Si ça devient une option, c'est une liberté. Et donc, j'ai dit plus verte, plus digitale et aussi plus qualifiée. Il faut qu'on mène la bataille des compétences. Je parlais tout à l'heure des jeunes non qualifiés. C'est ça le cœur du drame. Tout investissement dans le développement massif de l'apprentissage, de la formation professionnelle, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire pour la croissance demain,
et pour la solidarité. Mais 2 de ces objectifs, au moins, vont requérir des investissements. Une croissance verte, par exemple, il va falloir, je ne sais pas, dépenser de l'argent pour, par exemple, l'isolation des domiciles et des bureaux. Si on veut effectivement poursuivre le digital, il y a énormément de régions de France où il n'est pas question de 5G, il n'y a pas de 3G. Est-ce que Alors, on va vous avez trouver... tout à fait raison, il faut des investissements. C'est d'ailleurs le sens des 100 milliards du plan de relance qui a été présenté par le gouvernement et du plan de relance européen, qui s'appelle au passage, Guillaume Erner, le fonds pour la prochaine génération. On retrouve la priorité aux jeunes. Et là, il faut des investissements et les taux d'intérêt bas que nous garantissons, ça aide. L'emprunt, ça peut avoir un très bon usage quand ça prépare l'avenir, cette meilleure économie, cette transformation dont je parlais. Par contre, si l'emprunt, ça sert à financer nos dépenses courantes, à vivre un peu au-dessus de nos moyens ou à financer des baisses d'impôts qui sont non financées, alors là, c'est dangereux. Et je crois qu'il faut savoir faire la distinction entre la dette nécessaire, ayant tout ce qui est lié au Covid, aujourd'hui c'est une dette nécessaire, et la dette qui est superflue ou dangereuse, parce qu'encore une fois, elle alourdit le sac à dos qu'on passe aux générations suivantes. Mais alors donc, développer des infrastructures, ça c'est quelque chose de vertueux, mais qui va décider? Parce que là aussi, on est un peu dans le brouillard, et vous l'avez dit, François Villeroy de Galhau, les agents économiques dans le brouillard font généralement des accidents. Et il y a aujourd'hui beaucoup de milliards sur la table. Qui va les dépenser? Qui va décider? Alors, ça, heureusement, c'est la démocratie, Guillaume Erner. C'est pas la Banque de France. La Banque de France, elle permet des conditions favorables de financement. Passer à un niveau quasiment local. C'est la démocratie. C'est-à-dire que le gouvernement a proposé dans le plan de relance un certain nombre d'affectations. Il l'a fait d'ailleurs après dialogue avec un certain nombre d'acteurs économiques, de fédérations professionnelles. Et ce plan, il est en train d'être discuté au Parlement. On devrait peut-être en parler plus, d'ailleurs, je suis d'accord avec vous. Et on devrait parler plus des choix de qualité de la dépense publique. On parle toujours des grandes masses, du volume de la dette. On ne parle pas très bien de savoir en quoi on l'investit. C'est là que notre discussion ce matin est clé. C'est justement ce que je voulais... Oui. Mais Guillaume Erner, vous remarquerez avec moi que le débat que nous avons ce matin, on l'a rarement sur la scène publique. Est-ce que on est plutôt sur les investissements d'avenir, l'écologie, la formation, ou est-ce qu'on est simplement sur des dépenses courantes? À la Banque de France, nous essayons de développer l'investissement et puis de diminuer un peu nos dépenses de fonctionnement. Je crois que c'est un bon arbitrage. Ayons ce type de discussion. Ce que disent en tout cas... Ce sont les préfets qui vont décider? Non, c'est pas les préfets. Encore une fois, c'est le gouvernement et le Parlement. Les préfets, ils vont contribuer à la dépense sur le terrain, mais ils ont en face d'eux des acteurs économiques. Et la Banque de France est prête à apporter son éclair. Est-ce que ce sont les mieux? Non, mais rien du tout contre les préfets, mais moi non plus. Les acteurs économiques locaux. Non, mais les acteurs économiques locaux, ils sont là, ils participent à la discussion. Vous savez, aujourd'hui, dans toutes les régions, dans tous les départements, il y a des comités, des réunions. Il y en a peut-être même parfois un peu trop, mais qui réunissent les acteurs économiques et publics. Mais l'éclairage des économistes là-dessus, Guillaume Erner, est très convergent. Je le dis d'autant plus, on peut le dire en souriant, que c'est assez connu, quand il y a plusieurs économistes dans une pièce, en général, vous récoltez au moins autant d'avis différents. Mais là, les économistes nous disent, si vous investissez dans la transition écologique, dans la numérisation de notre société, ou surtout dans les compétences. Moi, j'insiste énormément. Nous avions eu des vrais succès français ces dernières années sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Nous avions créé 1 million net d'emplois entre 2016 et 2019, en 4 ans. Beau succès français là aussi. Ne perdons pas le fil. Continuons à investir dans les compétences. Parce que, vous savez, c'est les compétences, c'est l'intelligence, c'est les qualifications qui feront la croissance demain et qui, du coup, feront la solidarité. La meilleure chose qu'on puisse faire aujourd'hui pour les Français en difficulté, pour les jeunes défavorisés, c'est de les aider dans leur qualification. N'oublions jamais ce cap. Donc 100 milliards pour financer l'avenir. Merci beaucoup, François Villeroy de Galhau. Je rappelle que vous êtes gouverneur de la Banque de France. Alors, nous, on investit beaucoup dans la transition chaque matin grâce à Hervé Gardette. Bonjour Hervé. Et Bonjour, on investit dans l'avenir de la philosophie avec Géraldine Mostin-Savoie. Hervé Gardette, vous allez nous parler de programmes audiovisuels dans quelques instants. Oui, de la place de l'environnement dans les programmes audiovisuels. Voilà, on pourrait peut-être mettre de l'argent là-dedans, François Villeroy de Galhau. Et c'est prévu aussi, puisque vous savez que c'est 30 milliards dans le plan de relance. Et merci de m'avoir accueilli.
Et dans la philosophie, vous avez prévu de mettre un peu d'argent? La philosophie, je crois qu'on en a tous besoin. Ça ne nécessite pas forcément des investissements massifs, ça nécessite du temps qu'on y passe. Je ne sais pas, Géraldine, Oh, vous avez quand besoin même, un petit peu d'investissement? Vous allez nous parler oui, de oui, quoi? moi je veux bien, je prends tout. D'accord. Je vais vous parler de mon dimanche. Ah, bon, ça au moins c'était gratuit. Dans quelques instants, Géraldine Mosna,